Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire du jour sur les moyens de paiement et la réglementation entre liberté et contrôle, jusqu'où partager les données clients. Alors, je me permets de me présenter tout d'abord, Béatrice Bonmichel. Je suis associée de l'AFGES, que je vais me permettre du coup aussi de présenter. L'AFGES, nous sommes un organisme de formation, de conseil également, d'édition et nous sommes spécialisés sur le secteur financier, et nous aurons la chance, ce soir d'avoir notamment, 2 experts, sur les thématiques qui concernent notamment le secteur financier. Mais, comme vous le voyez avec le thème du jour, ce thème devrait pouvoir aussi intéresser, d'autres personnes, notamment tout simplement des gens qui auraient quelque part des données dans des banques, voire, chez, des assureurs. Donc le sujet, d'aujourd'hui nous a semblé, particulièrement intéressant, tout simplement parce qu'on est potentiellement tous concernés, par ces données, qu'on a tous en tête un petit peu, les enjeux, cyber et cetera, et on a tous un petit peu peur de, qu'est-ce qu'est-ce qu'on va faire de tout cela? Alors certains parmi vous sont peut-être, fatalistes, en se disant: «Bah, de toutes les façons, hein, une donnée quelque part, à partir du moment où on la donne à quelqu'un, on n'est pas à l'abri bien évidemment de son utilisation et il faut être un peu, fataliste parce que voilà, maintenant tous nos circuits sont un peu, reposent sur les données. Et puis d'autres, bien évidemment, parmi nous, sont quand même plus prudents, veulent bien donner leurs données sous condition de savoir, ce qu'on va en faire et d'avoir quand même l'assurance raisonnable, qu'elles seront, correctement, exploitées. Donc un certain nombre de réglementations, depuis quand même maintenant, de nombreuses années, tournent autour, de ces sujets et donc on vous propose ce soir pendant, 45 minutes à peu près, parce qu'on voudrait aussi, se donner une petite marge de 15 minutes, pour pouvoir, avoir des échanges, pouvoir répondre aussi, à vos questions. Donc on se propose, en 45 minutes d'essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer, dans ce monde de la donnée, client. Donc, l'AFGES, par ailleurs, en tant qu'organisme de formation, propose également après des sessions de formation, donc comme je vous le disais, sur tout type de thématique qui peut intéresser le secteur financier et notamment sur les thématiques de ce soir. Nous avons des experts, bien évidemment, qui après pourront, vous, aller un petit peu plus loin sur ces thématiques si, vous souhaitez bien évidemment ou si, vos métiers vous incite à vous intéresser un peu plus en détail, sur, ces sujets. Donc sans plus attendre, on va, rentrer donc dans le vif du sujet. Donc, déjà un grand merci, à vous tous d'être présents ce soir. Cette, session, ce webinaire, sera également bien évidemment, en replay, donc vous pourrez également le regarder à nouveau, tranquillement. Et nous avons donc la chance ce soir d'avoir 2 experts, qui se présenteront au fur et à mesure, de nos thématiques. Tout d'abord, Emmanuelle, Choukroun qui se présentera et qui est donc, experte dans ces thématiques et également, Richard Michaud, autre expert qui, vous apportera également, sa vision. C'est un webinaire, c'est en distanciel, vous n'avez pas la possibilité de parler à voix haute, mais vous avez la possibilité de poster, dans les messages. Notamment, je vois que certains, d'entre vous sont déjà en train d'écrire dans le chat. N'hésitez pas, on prendra autant que possible et aussi souvent que nécessaire toutes vos questions, les remarques qui seront, dans le chat et c'est ça qui fera un petit peu d'interaction. Alors, on a prévu un programme que je vous présente, de suite, qui, repose un petit peu sur notre appréciation de ce qui pouvait être attendu, mais vous avez peut-être, d'autres attentes, d'autres questions et donc n'hésitez pas bien évidemment à interagir dans le cadre de ce, webinaire. Donc de quoi avons-nous, l'intention de parler? Tout d'abord, bien évidemment, on va repréciser un petit peu ces concepts d'open banking, d'open finance, bref, que,
que c'est un open sécurisé. On aura ensuite, on creusera un petit peu, les enjeux de la réglementation puisque bien évidemment, plus il y a des enjeux, plus, il peut y avoir des risques, plus il y a de risques, plus le superviseur, le régulateur tout d'abord, va essayer de s'assurer, qu'on a des dispositifs, quand même relativement sécures par rapport à tout ça. On va creuser un petit peu ce qu'on appelle FIDA, c'est-à-dire, ce mécanisme de partage des données dont vous avez peut-être entendu parler les uns les autres, mais qui fait un peu peur parce qu'on se dit voilà, jusqu'où on a donc envie de partager ces données et surtout pourquoi faire? Quel est le bénéfice et pour qui? Donc on creusera un petit peu ces enjeux d'open finance. Bien évidemment, une fois qu'on a parlé d'ouverture, on va parler aussi de sécurité et notamment ce qu'on craint les uns les autres, souvent, c'est les enjeux de fraude. Et on verra un petit peu comment, protéger les clients face à ces menaces. On verra aussi toutes les évolutions de responsabilité face à ces menaces, quand on a notamment, des fuites de données clients, quand et à quel moment, quelque part, c'est de la responsabilité du client, à quel moment ça serait de la responsabilité de l'établissement de crédit. Et puis on terminera par une réglementation qui est assez impactante, hein, aujourd'hui, qui est l'IA Act, où on voit bien cette nécessité d'une part de réguler les données, de réguler leur utilisation, de réguler leur exploitation et on voit bien comment l'intelligence artificielle qui s'appuie bien évidemment, sur l'exploitation des données, est importante et surtout, il est important d'en comprendre la manière dont tout ceci est régulé. Donc voilà, donc pas mal de sujets qu'on va essayer de rendre, le plus interactif possible. On va essayer de voilà, de comprendre un petit peu les uns les autres, en quoi, on est concernés. Donc d'ores et déjà, en introduction, open banking, open finance quelque part. L'open banking, c'est, vraiment le partage en fait, sécurisé des données. Et par rapport à l'open finance, c'est beaucoup plus large que ça, en fait. C'est vraiment, le partage des données, au service de la prestation de services, au service de l'innovation, et au service de l'ouverture très, très large, d'une palette de services financiers qu'on peut présenter aujourd'hui aux clients et demain. Et on le verra ensemble à travers quelques illustrations que je laisserai Richard notamment aborder. On le voit d'ores et déjà aujourd'hui que, ces enjeux, d'open banking et d'open finance, nous servent en fait de manière parfois pas si explicite que ça, nous servent aujourd'hui dans un certain nombre d'applis qu'on utilise et pour lequel d'ores et déjà, on utilise bien évidemment, nos données. Donc tout ceci, bien évidemment, de prime abord, dans une volonté d'augmenter les services à la clientèle, d'augmenter les opportunités, aussi l'efficacité des différents process, les opportunités aussi, offertes au commerce. Et tout ceci, bien évidemment, devant se faire, avec une relative transparence et également, bien évidemment, une relative, sécurité comme, je vous l'ai évoqué, précédemment. Donc je vais, arrêter cette introduction pour, qu'on aille assez rapidement dans le vif du sujet, et je vais laisser, dans un premier temps, Emmanuelle Choukroun, je vais passer la parole à Emmanuelle pour qu'elle nous présente quand même un petit peu ce qui régule déjà pas mal, tout ce dispositif de gestion des données avec, des directives dont vous avez peut-être déjà, entendu parler ou peut-être que vous vivez peut-être déjà avec ces directives, la DSP2, puis, la future DSP3 et montrer un petit peu et je vais laisser Emmanuel, expliciter ces éléments, comment ça révolutionne un petit peu et en tout cas ça sécurise le, paysage des paiements en Europe. Emmanuel, je te laisse, la parole et je te laisse bien évidemment en premier lieu te présenter. Merci beaucoup Béatrice, merci pour cette introduction. Donc, je suis Emmanuelle Choukroun, directrice adjointe des relations interbancaires chez Société Générale, plus particulièrement en charge des sujets paiements. Alors, dans ce cadre, je m'intéresse bien sûr aux évolutions des paiements, à l'environnement dans lequel les paiements évoluent, c'est-à-dire une digitalisation accrue,
et bien sûr au cadre réglementaire des paiements et à l'évolution qui va avec et qui quelque part, doit s'adapter au monde digital. D'accord, parce qu'on apprend un peu à peu à réguler le monde digital. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi un petit peu l'interaction avec les paiements. Et donc, la DSP3, la DSP, c'est très, très vaste. Hein, il y a beaucoup de sujets de réglementation sur les paiements. Et donc là, l'objectif, c'est qu'on fasse vraiment un focus sur les données de paiement. Néanmoins, je vais commencer par faire un petit rappel sur la DSP2, qui est un texte qui est paru en 2015, le 25 novembre exactement, et qui a été complété un peu plus tard par un règlement, donc le règlement 2018-389 exactement, et qui est un règlement qui est intéressant parce que c'est là où on trouve l'essentiel des dispositions relatives à l'open banking et qui a vraiment structuré en fait la manière dont l'open banking s'est construit dans l'Union européenne. Alors, si on essaye de se concentrer un petit peu sur les avancées majeures de la DSP2, en fait, il y a essentiellement deux grandes avancées. Le premier, c'est l'authentification forte, c'est-à-dire que c'est cette idée que pour permettre aux clients d'autoriser un certain nombre d'actions, eh bien, il faille recourir à l'authentification forte des opérations. Alors, quand je parle d'opération, c'est d'une part, bien sûr, le virement, le fait d'autoriser un virement, mais ça peut être aussi d'autoriser l'accès au compte. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accéder aux informations sur votre compte, aux opérations que vous avez réalisées, à la vision quelque part de ce que vous avez fait sur votre compte, si vous ne faites pas l'authentification forte, au moins la première fois, et sur des périodes qui vont qui sont passées de 90 jours à 180 jours. Donc, bien sûr, l'objectif de cette authentification forte du client, c'est un dispositif de sécurisation qui repose sur l'utilisation de deux paramètres qui doivent être absolument indépendants et qui doivent appartenir à deux catégories différentes parmi trois, qui sont d'une part la connaissance, le fait de connaître en fait un élément. Deuxième possibilité, l'inhérence. Et puis, troisième possibilité, la possession. Et ce dispositif d'authentification forte, il a été très, très important parce qu'il a permis de réduire la fraude de manière assez considérable. Donc ça a été une avancée majeure, à la fois pour la sécurisation des opérations de paiement proprement dites, mais également en ce qui concerne en fait le partage de données. Donc ça c'est donc première avancée. Et puis alors quelques mots sur l'open banking. La grande idée derrière la DSP2, c'est que pour pouvoir partager des données de paiement, eh bien, il faut recourir à des acteurs spécialisés. Et le raisonnement est exactement le même pour permettre à un tiers d'accéder à des services de paiement pour, par exemple, aller initier un virement instantané, un virement international. L'idée, c'était de dire, là, il faut qu'on ait des acteurs qui soient encadrés par des règles très strictes, qui vont être définies dans la DSP2 en matière d'agrément, et avec deux statuts possibles. Donc, un statut de prestataire de services d'information sur les comptes pour tout ce qui est accès aux données, pour le partage des données, et puis un statut de prestataire de services d'initiation de paiement pour tout ce qui est initiation de paiement. Et donc, on a vu effectivement cette nouvelle catégorie d'acteurs émerger. Alors, pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, si on regarde les différentes enseignes Société Générale, hein, je parle de Société Générale parce que c'est la banque que je connais quelque part le mieux, on a à peu près une centaine d'acteurs qui sont connectés à nos API, étant entendu que ces acteurs, en fait, interagissent avec les établissements teneurs de compte d'une manière qui, là aussi, est normée, avec notamment un moyen d'interaction qui est privilégié, qui est celui des API. Et donc, cette DSP2, on peut dire que quelque part, elle a été un succès parce qu'elle a vu l'émergence de ces acteurs et dont certains se sont bien développés. Alors, maintenant, on a parlé des choses un petit peu positives. C'est vrai qu'il y a quand même des éléments qui sont quelque part
alors, on progresse dans les paiements toujours de manière un petit peu itérative, donc probablement à améliorer. Et dans les éléments à améliorer, eh bien, il y a le fait qu'aujourd'hui, au final, quand même, oui, on a un nombre d'acteurs open banking qui est important, mais si on regarde l'utilisation qui est faite par nos clients, cette utilisation, elle est relativement faible. Alors, je vais donner des chiffres qui datent de 2024, parce qu'on a réalisé une étude en 2024 sur la base d'une année complète qui était 2023, et on a regardé le pourcentage de clients qui avaient eu recours au moins une fois à un prestataire de services d'information sur les comptes et à un initiateur de paiement. Et donc, là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, de manière récurrente, en fait, eh bien, on a moins de 12% de nos clients qui ont utilisé au moins une fois sur l'année un prestataire de services d'information sur les comptes. Et pour la partie prestataire de services de paiement, on tombe en dessous des 4%. D'accord ? Et donc, c'est pour ça, enfin, Richard en parlera peut-être tout à l'heure dans FIDA, mais c'est pour ça qu'on dit, avant d'ouvrir tous les services, toutes les données, attention, parce que la demande, ce n'est pas forcément évident d'envisager où elle va être et de calibrer les investissements qui doivent aller avec, étant entendu que, justement, dans les retours de la DSP2, le coût de la DSP2 pour les banques s'est révélé assez considérable. Et sur la partie open banking, je peux donner le chiffre pour la place, c'est de l'ordre de 127 millions d'euros. Voilà. Donc, des investissements conséquents et en face, un nombre d'acteurs importants, mais au final, dans la banque, un nombre d'utilisateurs qui est relativement faible. Voilà. Donc, ça, c'est le premier volet. Alors, maintenant, arrive la DSP3. Et donc, on a effectivement une nouvelle proposition de texte qui a été publiée par la Commission européenne le 28 juin 2023. Après un processus qui est quelque part, je n'ai pas envie de dire commun, mais qui est usuel dans l'Union européenne, qui est celui d'une consultation ciblée, c'est-à-dire que la Commission européenne a fait un peu le tour des parties prenantes, a posé des questions en disant qu'est-ce qui marche pas, et qu'est-ce que je dois changer. Et donc, si on regarde les nouvelles orientations de la DSP3, en fait, il y a 4 grandes orientations, dont tout un paquet qui concerne en fait l'open banking. Et là, l'idée, c'était de dire, ben voilà, en fait, on se rend compte que la DSP étant une directive, et tant bien même on a eu un règlement, eh bien, on se rend compte que finalement, il n'y a pas des API tout à fait standardisés d'un pays à l'autre, d'une banque à l'autre, ce qui est normal parce que les services ne sont pas forcément non plus standardisés. Et du coup, pour les utilisateurs, les fameux prestataires de services d'information de paiement, prestataires de services d'initiation sur les comptes, pardon, prestataires de services d'information sur les comptes, prestataires d'initiation de paiement, c'est parfois un peu compliqué. Donc, on veut aller vers plus de standardisation et c'est ça que porte PSR, qui fait partie du package DSP3 parce que ce que j'ai effectivement obligé de dire, c'est que dans le nouveau package DSP3, on va avoir 2 textes, une directive proprement dite et puis un règlement qui est associé. Et les dispositions de ces 2 textes entrent en vigueur 18 mois après leur adoption. Alors aujourd'hui, pour expliquer un petit peu où on en est en termes de process, aujourd'hui, ce texte n'est pas stabilisé. On est au démarrage. Alors, on devrait arriver au démarrage de la phase de trilogue. Donc, cette phase où, quelque part, la Commission européenne a fait sa proposition, le Parlement a donné son avis, le Conseil a également donné son avis. Donc, je rappelle juste que le Conseil, c'est la représentation des différents gouvernements en exercice. Et puis, bien sûr, le texte sera abouti quand les 3 auront trouvé un accord. Et donc, en matière d'open banking et de responsabilité en cas de fraude, on a encore des accords à trouver, à définir. Tout n'est absolument pas plié. Et vous verrez que quand on parlera du chapitre sur la sécurité et de la responsabilité en cas de fraude, qu'il y a des grands débats qui sont encore à trancher. Et j'expliquerai un petit peu pourquoi. Alors, le point sur lequel je voudrais quand même insister sur la partie open banking, c'est qu'il y a vraiment un point majeur dans la DSP3 par rapport à la DSP2 qui se trouve dans le règlement, donc dans PSR, et qui vient améliorer
le contrôle que l'utilisateur va avoir sur ces données. Pourquoi est-ce que je dis que le contrôle va être amélioré? Parce qu'il y a l'établissement d'une disposition nouvelle qui oblige tous les établissements teneurs de compte à mettre en place un tableau de bord des permissions. D'accord? Donc, imaginez que vous travaillez avec un ou deux acteurs qui sont des prestataires de services d'information sur les comptes ou des prestataires d'initiation de paiement. Eh bien, vous allez les permissions que vous accordez dans ce cadre-là devront être enregistrées dans ce tableau de bord. Et donc, ça vous donne une bien meilleure vision, en fait, des permissions consentement que vous allez donner en ce qui concerne l'utilisation de vos données de paiement. Alors, juste une petite précision sur la partie opération paiement. Il faut savoir que dans le tableau de bord, on verra aussi les autorisations qui sont données en lien avec les services d'initiation de paiement, mais sous un sous-ensemble qui est réduit à tout ce qui est opération permanente. C'est-à-dire que l'autorisation, elle ne sera pas là si vous donnez une autorisation une fois pour un seul paiement. Par contre, elle figurera dans cette table de bord si vous avez autorisé, par exemple, des paiements récurrents ou des paiements sur un laps de temps limité parce que vous avez fait une opération 4 fois sans frais qui va se dénouer avec des virements. Et donc, ça va vous permettre d'avoir cette vision-là. Et donc, ça, c'est un élément qui est assez structurant avec, toujours aussi, là aussi dans la DSP3, cette idée que c'est important d'avoir des API beaucoup plus standardisé d'un établissement à l'autre pour les TPP et que ça devrait permettre à l'écosystème Open Banking de beaucoup mieux fonctionner. Donc, si je peux me permettre d'intervenir, hein, Emmanuel. Donc, il y a deux composantes dans la DSP3 qui vont apporter un plus quelque part. Il y en a une, c'est plutôt moi en tant que détenteur de données, puisque si j'ai bien compris, il va sûrement y avoir quelque part un petit alinéa supplémentaire qui sera intégré dans des contrats ou autres, qui va me demander mon consentement, j'imagine, à l'utilisation de ces données. Donc, j'imagine que pour la banque notamment, ça sera peut-être des documents complémentaires. Donc, on a déjà eu RGPD où on nous demande notre consentement et ensuite on aura du coup de nouvelles informations, peut-être écrites en tout petit. Donc, si je comprends ce que tu dis. Et la deuxième composante, c'est donc tout ce qui est standardisation des API où là, moi, en tant que consommateur, quelque part, je ne vais pas forcément y voir un avantage, mais par contre, pour tous les acteurs de l'open banking, ça va être effectivement un point qui va faciliter l'ouverture de ce marché. Est-ce que c'est bien les deux composantes qu'il faut comprendre dans cette évolution de DSP2 vers DSP3? Alors, merci beaucoup pour la remarque, Béatrice. Je confirme que c'est bien le cas pour la partie API. En écoutant la restitution, je pense qu'il faut préciser quelque chose sur la partie consentement, parce que c'est vrai que ce que j'ai oublié de dire quand on parle d'open banking façon DSP2, c'est qu'il n'y a aucune contractualisation entre la banque et l'acteur qui vient consommer les données. Que cet acteur soit un prestataire de services d'initiation sur les comptes ou que ce soit un acteur qui vienne consommer un service pour venir initier un paiement. D'accord ? Il n'y a pas de contractualisation. Donc, il y a d'autres éléments de sécurisation qui reposent sur le fait que ces acteurs qui sont régulés eh bien, figurent dans des registres, que c'est à la banque d'aller vérifier que les acteurs qui viennent consommer présentent un certificat eIDAS 2 qui est valide, dont on retrouve bien le nom sur ces registres. Et pour faire le lien avec effectivement la protection client, c'est vrai que on a vu une évolution entre la DSP2 et la DSP3, évolution qui n'est pas tranchée. Et dans la DSP2, on retrouvait bien le terme de consentement, le même terme qu'on utilise et qui est très commun dans le RGPD, sauf que ce n'était pas un consentement au sens du RGPD, c'était un consentement DSP2. Et un des sujets qu'on a eu, c'est que parfois, ce n'était pas bien clair pour le client de savoir quel type de consentement il donnait. Est-ce que c'est un consentement DSP2 ? Est-ce que c'est un consentement RGPD ? Et donc,
dans le texte qui a été proposé par la Commission européenne, la Commission européenne a proposé un nouveau terme, qui est le terme de permission, et qui est défini comme étant, quelque part, l'accord que donne l'utilisateur. Alors, pour en fait partager ces données. D'accord. Et un des sujets qu'on va avoir dans les semaines qui viennent, dans cette phase de trilogue, c'est de savoir si ce thème de permission, enfin, en tout cas de permission de consentement, quel est le bon terme. Voilà. Et donc, ça fait partie des débats qui ne sont pas tranchés. Je précise juste que le Conseil, dans la version du Conseil, en fait, eux, ils ont bien utilisé le terme de consentement. Donc, c'est comme si on faisait un petit peu machine arrière, mais ça pose une vraie bonne question, qui est de dire, est-ce que le terme est compréhensible par l'utilisateur et quelles en sont les conséquences? Est-ce que, in fine, le client pourrait refuser la permission sur certains acteurs, même s'ils ont les autorisations nécessaires, en disant, par exemple, je ne veux pas que tels acteurs dans tel pays puissent… Est-ce qu'on pourrait émettre des restrictions à ce périmètre ou c'est tout ou rien? J'accepte ou je n'accepte pas. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Il y a un principe d'équivalence avec la banque en ligne, d'accord? Donc, en fait, quand on donne un consentement pour l'accès au paiement, c'est toutes les données qui ont un rapport avec les paiements et qui sont sur la banque en ligne, d'accord? Et donc, effectivement, d'un établissement bancaire à l'autre, tout le monde n'affiche pas les mêmes données, même s'il y a des données communes qui sont assez intuitives, comme les soldes des comptes, comme les opérations qui ont été effectuées, par exemple, sur le mois, les opérations à venir, alors qui peuvent varier sur des périodes de 2 à 14 jours selon les établissements, etc. Mais aujourd'hui, on donne un consentement pour l'ensemble des données qui figurent sur l'espace banque en ligne du client. Ça ne va pas plus loin. Il y a ce principe vraiment d'équivalence qui est… et puis, il y a également une durée qui est normée. C'est-à-dire que dans la DSP2, initialement, la durée du consentement était de 90 jours. Et puis, elle a évolué au cours du temps. Elle est passée à 180 jours. Et une des remarques qui a été faite, notamment par les associations de consommateurs, c'est qu'un consentement de 180 jours, c'est un peu long. Et que parfois, effectivement, si quelqu'un veut retirer son consentement, eh bien, c'est important de s'assurer qu'il peut se retirer son consentement de manière facile, non équivoque. Et c'est un peu tout l'intérêt de ce dashboard qui va permettre au client de retirer une permission. Parce qu'il verra bien la portée, en fait, de l'autorisation qu'il donne. Alors après, la partie qui est compliquée, et ça va faire partie un petit peu des débats, c'est de dire, ben, moi, établissement teneur de compte, qui ne contractualise pas à ses acteurs, qui a un accord du client, ben, je vais transmettre des informations, mais après, je ne suis pas en capacité de dire ce que le tiers, tant bien même le tiers est régulé à qui j'ai transmis ces données, va en faire. D'accord? Et donc, c'est vrai que là, ça fait partie des réflexions en disant, bah, quand je dois donner le pourquoi de la permission, moi, je peux dire ce à quoi, je peux expliquer enfin, ce que je donne comme information, mais je ne peux pas dire exactement à quoi vont servir ces informations. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, hein, c'est que, en fait, il y a deux grandes utilisations de ces données. Il y a des utilisations pour obtenir des ratings de crédit, par exemple. Et puis, il y a des utilisations qui sont faites aussi par des prestataires de services d'initiation de paiement qui ont besoin d'aller vérifier que, par exemple, des opérations ont bien été enregistrées, que des virements initiés ont bien eu lieu. Et donc, quand un client utilise un prestataire de services d'initiation de paiement, très souvent, on lui demande aussi de donner accès à ces données de paiement pour ces raisons-là. Ok, super. C'est très clair. Merci beaucoup, Emmanuel. Tu as réussi en très peu de temps à nous donner les clés de DSP2, DSP3 qui fait je ne sais combien de pages. Merci pour cet éclairage. Je propose maintenant de donner la parole à Richard pour nous expliquer un petit peu où est-ce qu'on va, jusqu'où on peut aller dans l'accès total aux données bancaires et essayer de nous expliquer un petit peu. D'abord, Richard, je te laisserai bien évidemment te présenter. Et nous expliquer un petit peu, nous donner aussi quelques illustrations concrètes dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce que tout cela peut nous apporter?
Très bien, merci à vous deux. Bonjour à tous. Donc, pour ma part, je suis Richard Michaud. J'ai deux casquettes. La première, c'est que je suis manager dans un grand cabinet de conseil du Big Four. Donc, j'accompagne des clients bancaires sur un certain nombre de problématiques autour de la grande famille de la réglementation bancaire. Donc, j'ai l'opportunité d'accompagner un grand nombre de grandes banques françaises, de plus petits établissements et puis des établissements étrangers. J'ai une deuxième casquette, une casquette plutôt de création de contenu, puisque j'ai une newsletter et un podcast qui s'appelle Inside Banking, autour de sujets d'actualité financière et de concepts autour de la finance. Et je publie également régulièrement sur LinkedIn des décryptages de la même manière d'actualité financière ou de grandes tendances stratégiques sur la finance. Voilà pour ma part. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de passer donc au sujet qui nous intéresse, donc FIDA, le fameux Financial Data Access, dans le prolongement finalement de ce qui a été présenté par Emmanuel, parce que c'est la suite logique. On parle d'open banking, finalement l'open finance, ça reprend toutes les briques qui ont été positionnées par le DSP2, DSP3 et ça vient élargir notamment le périmètre de données, donc j'y reviendrai juste après, qui est concerné parce qu'on va avoir vocation à aller beaucoup plus loin que les données qui sont aujourd'hui concernées par DSP2 et aller sur des choses beaucoup plus diverses qui vont derrière générer des use cases différents de ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est aussi très lié à ce qui a été présenté par Emmanuel parce que tout ça, ça passera par des API. Donc, par rapport à ce qui a été évoqué sur aujourd'hui le faible usage de ce qui est déjà accessible aux clients, on peut se poser des questions sur qu'est-ce que ça va donner parce que finalement, on va élargir les usages de données qui sont déjà présentes et qui sont assez peu utilisées pour les clients. Donc, ça pose des sujets stratégiques pour les banques, qu'est-ce qu'on veut faire, des montants d'investissement, et puis après, tout un tas de standards de conformité. Donc, c'est une initiative qui est un petit peu plus récente que l'open banking. Les premières discussions au niveau des instances européennes ont commencé en 2020-2021. Le texte, il a été adopté en décembre 2024 et il y a aussi un contexte qui a évolué au niveau géopolitique parce que vous n'êtes pas sans savoir que suite à l'élection de Donald Trump, il y a eu un certain nombre d'annonces, de mouvements sur les sujets de réglementation au niveau européen en disant qu'il y aurait potentiellement certains allègements qui pourraient être décidés. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a rien qui a été acté, mais en tout cas, FIDA fait partie des sujets pour lesquels il pourrait y avoir des délais ou en tout cas des discussions sur les modalités d'application. Mais en tout état de cause, l'idée de FIDA, si vous devez retenir vraiment une chose, c'est vraiment l'élargissement du concept de partage des données d'un fournisseur de données, donc qui serait la banque, à des tiers, de la même manière que pour la DSP2 sur les données de paiement, sur d'autres typologies de données. Donc, de quoi on parle? On parle notamment de données, par exemple, sur le sujet de crédit, tout ce qui va être emprunt immobilier, ce genre de choses, tous les sujets de compte d'une manière vraiment très large, tous les sujets des produits d'investissement, donc les investissements, notamment l'assurance non-vie, qui ont pu être réalisés par les clients, les biens immobiliers qui peut détenir, ce genre de choses. Il faut savoir que de la même manière que la notion de consentement a été évoquée, c'est un point crucial parce que tout ça sera soumis dans les modalités qui sont encore aujourd'hui opérationnelles à définir, mais un consentement, une demande du client. Et donc, ça veut dire qu'il y a un processus opérationnel pour les banques à mettre en place pour gérer ces demandes du client, pour aussi que le client ait conscience des données dont on parle, qu'on dispose sur lui et qui peuvent à sa demande être partagées. Donc, ça pose des enjeux de processus opérationnel, des enjeux de conformité en lien avec le GDPR sur toutes les données privées, des enjeux techniques, parce que tout ça va passer par des API qui aujourd'hui gèrent un certain nombre de données. Mais donc là, on va aller encore plus loin. Donc, il va falloir pouvoir avoir les tuyaux qui permettent de faire passer ces nouvelles données. Et puis que ce consentement il soit exercé de manière éclairée, que le client comprenne bien de quoi il s'agit, et avec aussi derrière des enjeux d'interface à un utilisateur, de tableau de bord, comme ça a été déjà évoqué, que le client voit concrètement les données dont il est question. Donc, sur ce sujet-là, comme la DSP2, il y a un petit peu deux manières de réagir. La première, c'est de se dire, OK, c'est la catastrophe, je vais devoir en tant que banque divulguer plein de données. Ça, c'est la première manière de réagir. Il y a une deuxième manière de réagir qui est plus positive et que je préfère, c'est de se dire que ça va développer des cas d'usage, ça va permettre de faire certaines choses qu'on ne peut pas bien faire aujourd'hui ou de manière différente. Je vais donner quelques exemples. Donc, si on parle typiquement de tout ce qui va être process onboarding KYC, ça peut effectivement avoir de l'intérêt. Si le client en face consent à partager ces données, si je suis une banque A, que le client vers la banque B, ça peut fortement m'intéresser d'avoir son historique de compte, les produits d'investissement qu'il a, tout ce qu'il a pu faire en termes de prêts, parce que ça peut permettre déjà de limiter les fraudes ou les non-déclarations de clients, que ce soit de manière proactive ou par pure omission.
s'il a beaucoup de produits. Ça permet de fiabiliser l'envoi des données, ça permet d'avoir des process beaucoup plus fluides, parce que je n'ai pas besoin de collecter par des personnes qui vont être en agence tout un tas de documents, soit via des mails et ou via encore du papier, et d'avoir un circuit qui est beaucoup plus propre et fiable, pour lequel il y a déjà une authentification des documents qui a pu être réalisée par un pair. On peut aussi penser à tout ce qui va être prêt immobilier. De la même manière, on a tous, pour ceux qui ont fait des achats immobiliers, ça peut être parfois assez pénible si on se place d'un point de vue de l'utilisateur, de personnes qui demandent le crédit immobilier, mais du point de vue aussi de la banque. C'est intéressant de pouvoir avoir un flux de données si le client en face consent qui vient vers vous, fiable, avec l'ensemble des expositions du client, ses crédits en cours, son épargne, la tenue de ses comptes, etc., sans avoir besoin de passer par ce client avec un risque de faux documents, de fraude documentaire, ou un risque d'omission, par exemple, dans les cas d'octroi de crédit, d'omission d'un prêt qu'on peut avoir envers une autre banque. Donc tout ça, l'objectif de FIDA, c'est de développer un cadre normatif, technique, juridique, réglementaire, qui permette d'encadrer ça, qui insiste, donc je vous dis, sur une notion de consentement du client, en lien avec ce qui est déjà en place pour DSP2, avec les obligations de GDPR, qui oblige des détenteurs de données, donc les banques, à ouvrir et avoir une forme d'interopérabilité avec des tiers pour pouvoir donner leurs données, c'est qu'à le dire, et qu'elles soient consommables par ces tiers-là. C'est une réglementation qui a des impacts opérationnels importants avec des cas d'usage, comme je vous l'ai évoqué, qui sont clairs. Et il y a aussi des impacts opérationnels. On pense à des coûts projets qui peuvent être importants et avec des réflexions stratégiques à avoir sur comment on capitalise sur le dispositif d'API qu'on peut avoir, qui peut plus ou moins bien fonctionner sur l'établissement où on est. Comment on met à disposition des tableaux de bord avec les données en question au client, comment on gère la sollicitation et le consentement d'un client, comment on monitore les données qu'on donne, sachant que, comme Emmanuel l'a évoqué, une fois que les données partent de chez nous, c'est plus de notre responsabilité de ce qui est fait par le tiers en face, et de finalement faire de cette contrainte réglementaire supplémentaire qui arrive un atout business pour pouvoir l'utiliser, pour affiner notre offre, pour affiner notre distribution de produits, pour avoir des onboarding KYC, des processus d'octroi qui sont plus fluides. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, merci Richard. Alors, on voit bien l'intérêt pour un contrôleur, voire des impôts ou autres. On voit bien l'intérêt de commercialiser des données. La donnée vaut cher, bien évidemment. Donc, on voit bien l'intérêt business de pouvoir avoir ces informations. Mais on peut voir aussi une certaine crainte quand même des clients qui se disent « mais moi, j'ouvre un compte dans une banque, etc. » Alors, on a bien compris que le secret bancaire, c'est fini. Mais néanmoins, de là à aller mettre sur la place publique mes données, on avait parlé à un moment donné d'un consentement implicite. Où en est-on dans les réflexions aujourd'hui? Donc, est-ce que le client demain pourrait dire « moi, c'est non, je ne veux pas du tout donner mes données ». Et est-ce qu'en fait, il serait possible qu'il y en ait un qui joue le vilain petit canard, ou bien est-ce que le système ne fonctionne que si tout le monde a dit oui, en fait, et autrement? Je pense que la notion de consentement, elle est au cœur du texte, hein, vraiment dans la filiation de ce qui a été évoqué par Emmanuel. Donc, si le client refuse, on ne pourra pas le faire. Après, ça dépend comment on tourne les choses. Je pense que ça peut clairement être dans son intérêt, dans certaines démarches qu'il va faire. Moi, personnellement, si je dois faire un prêt et je vais aller chez une banque concurrente et qu'on m'explique que j'ai deux options. Option 1, collecter tous les documents manuellement et lui envoyer sur tous les sujets. Option 2, demander à ma banque de partager les données, ce qui va me coûter un mail en 30 secondes. Je vais pas trop hésiter. Après, voilà, on ne va pas forcer les gens. Mais en tout cas, il faut être prêt à pouvoir gérer ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément moins compliqué, le fait qu'il y ait le consentement des clients, parce que justement, ça nécessite d'avoir un traitement ad hoc, pas forcément partout, tout le temps. Et donc, il faut vraiment être en capacité de monitorer ces fameux consentements pour ne pas divulguer finalement des données de clients qui ne l'auraient pas donné. Alors, juste une petite question complémentaire, et puis après, on demandera à Emmanuel de donner un petit peu sa vision, notamment sur les enjeux de sécurité. Mais on voit bien le client qui aujourd'hui se retrouve un peu en asymétrie d'information avec la banque, donc qui a encore un petit pouvoir parce qu'il n'a pas l'expertise du banquier, mais au moins il a des données que le banquier ne connaît pas forcément.
Est-ce qu'il n'y a pas le risque demain du coup donner énormément de pouvoir et du coup d'avoir un déséquilibre dans l'autre sens avec le financier, enfin au sens large, hein, que ce soit banque, assurance ou autre, se retrouver avec les données, les informations, l'expertise nécessaire pour les exploiter, etc. Et un client in fine qui se retrouverait avec déjà des trucs tout ficelés, tout packagés, où il finirait par encore moins comprendre peut-être demain ce qu'on lui propose que ce qu'on lui proposait aujourd'hui. Bon, c'est juste, voilà, je ne sais pas s'il y a une réflexion à apporter, mais une réponse, ton point de vue m'intéresse. C'est un bon point et ça fait le lien, on en parlait tout à l'heure, avec la réglementation de l'IA aussi, hein, parce que derrière tous ces sujets-là, on voit bien que d'un point de vue plus philosophique, si on sort des textes réglementaires, il y a une forme de transition d'un modèle d'expert à un modèle orienté par la donnée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus des experts, il n'y aura que de la data, il y aura toujours besoin d'experts, mais ça sera un petit peu différent. Et on voit qu'à la fois les clients ont une demande d'automatisation, de rapidité, d'instantanéité, et ça suppose de collecter beaucoup de données de qualité rapidement et exploitables par l'IA. Donc, si on reste sur du score d'octroi, on voit bien que pour développer des systèmes d'IA, d'intelligence artificielle pertinents, il y a besoin d'avoir beaucoup de données et des données de qualité. Donc, tous ces sujets-là, il y a une cohérence dans la réglementation européenne. On peut en penser ce qu'on veut, mais en tout cas, il y a une logique, d'ensemble. Et on va vers un monde où la donnée est de plus en plus importante, où il y a des outils d'IA qui vont être mis en place, et ça y contribue. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, justement, dans la réglementation sur l'IA, et j'y reviendrai, il y a des exigences d'explicabilité des modèles, d'usage éthique de la donnée, de mise en qualité de la donnée, qui permettent à minima de limiter, on ne peut pas éliminer, une partie des risques que tu évoques, qui serait de dire finalement, je donne plein de données, je ne sais pas ce qui est fait là-dedans, il y a un output et je ne comprends pas cet output, cette décision qui m'est donnée, et je ne peux pas la challenger. C'est bien dans l'esprit du régulateur à travers le règlement sur l'IA européen dont je parlais tout à l'heure. Super, merci beaucoup Richard. Alors, on va passer maintenant retour à Emmanuel sur tous ces enjeux de sécurité, mais au préalable, je profite qu'Emmanuel reprenne la parole pour poser une question que nous pose un des participants, qui est: qui doit assurer le contrôle de conformité des process DSP3 ? Exemple. C'est-à-dire, j'imagine la question, c'est qui doit assurer le contrôle au sein des établissements financiers, quels sont les acteurs, est-ce que c'est la conformité, est-ce que c'est, voilà, comment ça se répartit, si j'ai bien compris le sens de la question. Alors, je vais répondre avec une expérience pratique. Donc, évidemment, qui dit contrôle de conformité, alors il y a plusieurs choses, parce qu'il y a la notion de contrôle et de conformité. Donc, il y a un responsable conformité qui doit s'intéresser à la conformité des process, et puis il y a quelqu'un qui doit s'intéresser à contrôler la conformité, c'est à ce que la conformité contrôle bien. Donc, c'est deux notions un petit peu différentes. Mais le point sur lequel je voudrais surtout insister, c'est le fait que dans les réglementations de type DSP, notamment Open Banking, on a eu des process qui sont très incrémentaux. C'est-à-dire qu'en fait, on avait une règle de base, et puis la règle s'est précisée au cours du temps. Et donc, ça a une implication très pratique. Si vous êtes responsable de la conformité, c'est que, en fait, vous ne pouvez pas savoir uniquement avec le texte initial. Parce que la norme va évoluer au cours du temps et va évoluer parce que, par exemple, l'autorité bancaire européenne a donné des avis. Il y a des articles qui ont changé. Et donc, et puis, il y a ces fameuses normes techniques réglementaires, c'est-à-dire qu'il y a des dispositions qui existent et on vous dit, mais les détails précis, ça sera précisé par des normes techniques réglementaires, donc il faut attendre les normes techniques réglementaires. Et donc, c'est vrai que pour les responsables de conformité, ça suppose effectivement d'avoir un système de veille en place pour bien comprendre quelles sont les évolutions, quels sont les enjeux, et puis être capable de s'assurer que ce qui est mis en place par les métiers est conforme à la norme qui s'est définie au cours du temps. Alors, vous avez quelqu'un qui passe l'aspirateur derrière moi. J'espère que j'ai répondu à la question. Je ne t'entends pas. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Et a priori, tu as répondu à la question, donc on peut enchaîner. Très bien, parfait. Très bien.
Voilà, merci. Tu as parfaitement répondu à la question. Merci bien. Et malgré l'aspirateur, voilà, c'est ce qui s'appelle la transparence. Mais voilà, non, mais c'est la partie du coup, authentique. Voilà. Donc voilà, donc maintenant sur la partie sécurité et fraude, est-ce que tu peux du coup nous expliquer un petit peu sans doute la nouvelle typologie peut-être des fraudes qui surviennent, comment quelque part on peut arriver à les traiter et bien évidemment derrière il y a les enjeux de responsabilité, il y a eu un certain nombre de cas de jurisprudence où on a vu que le client ne gagne pas tous les jours, ne gagne pas tout le temps et que les responsabilités se définissent. Donc je te laisse la parole. Alors, effectivement, un des piliers du package DSP3 PSR, c'est la protection des utilisateurs de services de paiement. Et donc, il y a tout un arsenal de mesures de protection qui vient protéger les utilisateurs, notamment face à des fraudes potentielles. Et je rappellerai peut-être juste en introduction, pour ceux de vous qui lisent Courrier International, qu'il n'y a pas longtemps, Courrier International a sorti un numéro qui rappelait que les arnaques en ligne représentaient des chiffres qui étaient équivalents à ceux du trafic de drogue. Voilà. Et donc, ça illustre bien le besoin qu'on a de réguler ce que j'appellerais moi la chaîne transactionnelle élargie dans l'univers digital. Alors, il y a un article très emblématique de PSR qui est très nouveau, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et qui va probablement en faire couler aussi beaucoup, qui est l'article 59 et qui dit, en fait, on a besoin de protéger une certaine catégorie d'utilisateurs de services de paiement qui sont les consommateurs, parce qu'ils sont probablement moins outillés que les entreprises qui ont d'autres moyens. Et donc, eux, on va prévoir qu'en cas d'usurpation d'identité de leur prestataire de services de paiement, eh bien, c'est la banque qui les rembourse. D'accord ? Parce qu'effectivement, on a vu pas mal de fraudes où des clients ont autorisé, en faisant une authentification forte parfaitement légale, donc voilà, ont autorisé des opérations alors qu'ils étaient manipulés par quelqu'un qui prétendait représenter leur banque. D'accord ? Et donc là, le texte initial de la Commission européenne a dit, voilà, dans un cas comme ça, c'est à la banque de rembourser. Et bien sûr, côté banquier, on n'était pas tout à fait d'accord en disant, mais en fait, dans cet écosystème digital, il y a quand même des gens qui ont des responsabilités, et notamment ceux qui permettent, par exemple, aux canaux téléphoniques d'être usurpés. Donc, je pense aux opérateurs télécoms, étant entendu que dans l'Union européenne, en fait, tous les États européens ne sont pas logés à la même enseigne. C'est-à-dire qu'en France, on a la chance d'avoir une loi Nagelen qui contraint les opérateurs télécoms à un certain nombre de diligences, mais ce n'est pas vrai dans tous les États membres. Et donc, si quelque part, en l'absence de réaction, ça veut dire qu'en gros, les banques auraient supporté une charge additionnelle de la fraude en raison, quelque part, des agissements d'un tiers qui n'ont pas pris toutes les précautions qu'ils auraient pu prendre pour empêcher cette fraude. Et c'est vrai aussi, par exemple, avec les hébergeurs qui hébergeraient, par exemple, des faux sites. D'accord, un faux site Société Générale. Si je laisse un faux site prospérer, que j'ai un consommateur qui se fait avoir, parce qu'il y a quelqu'un au téléphone et puis il y a le faux site, l'hébergeur du faux site, il a aussi une responsabilité. Et donc, le texte de PSR a évolué suite à toute une série de réflexions communes pour essayer d'établir le bon niveau de partage de responsabilité. Quelle est la responsabilité du consommateur? Qu'est-ce qui relève de la négligence grave? Qu'est-ce qui n'en relève pas? Quelle est la responsabilité de la banque? Donc là, l'idée, c'est que la banque, elle est responsable de ses canaux. Elle est responsable de la sécurité qu'elle offre en fait à ses usagers. Et puis, quelle est la responsabilité de tiers qui doivent, quelque part, empêcher l'activité de fraudeurs? Donc, je pense à tout ce qui est plateforme de communication électronique qui sont régulées par le DSA. Et on sait d'ores et déjà que les dispositions du DSA ne sont pas suffisantes. Donc, on va appeler à un remboursement de ces dispositions.
Et puis, renforcement aussi des dispositions qui visent les opérateurs télécoms. Voilà, donc sur comment protéger les clients face aux nouvelles menaces, la réponse, ce serait de dire, en tout cas, pour tout ce qui est fraude par usurpation d'identité, on voit bien que la réponse, elle ne repose pas que sur les banques, mais elle doit quelque part reposer sur des développements qui ne vont pas protéger que les banques, mais qui vont protéger tout le monde. Je donne un exemple, et je vais citer là, par exemple, une interview du patron de Meilleur Taux, qui disait, moi, quand des fraudeurs se font passer pour moi, Meilleur Taux, pour des crédits, etc., ça affaiblit ma marque aussi. Ça affaiblit. Et donc, si effectivement, on met en place les développements qui vont bien pour pénaliser les hébergeurs qui hébergent des sites frauduleux, mettre en place des procès du due diligence, etc., bien sûr, ça va aider les banquiers, mais ça va aider tout l'écosystème qui est actif sur le plan digital. Donc ça, c'est un point qui est très, très important. Et cet article 59, je trouve qu'il a beaucoup de valeur parce qu'il aura beaucoup fait réfléchir l'industrie et ça n'est pas fini. Alors, après, il y a d'autres éléments qui permettent de protéger les utilisateurs de services de paiement. Il y a, par exemple, l'instauration d'une base légale pour l'échange d'informations sur les opérations frauduleuses. C'est-à-dire que si vous savez que vous avez un IBAN, je pense par exemple dans le cadre d'une fraude au président, l'IBAN de quelqu'un qui collecterait des fraudes au président, si vous ne comprenez pas pourquoi il y a soudain des mouvements très importants qui transitent sur ce compte-là et que ce n'est pas normal et que vous comprenez que c'est un fraudeur et que vous partagez l'information, probablement que ça évitera des fraudes. Donc, il y a ce dispositif-là qui va se mettre en place et qui est aussi très structurant. Et j'en profite aussi pour revenir à une question qu'on a évoquée tout à l'heure sur l'exploitation des données. C'était ta question, Béatrice. C'est vrai que, par exemple, sur les données de paiement, les banques, elles exploitent aussi les données de paiement, mais le RGPD leur dit c'est bien, vous avez le droit de le faire, et c'est très bien que vous le fassiez dès lors que l'exploitation profite à l'usager. Et effectivement, le fait de connaître en fait les habitudes transactionnelles d'un client, ça permet plus facilement d'identifier ce qui est une transaction frauduleuse en disant ah, cette transaction-là, elle est un peu atypique, elle ne correspond pas, peut-être que je vais la bloquer. Et en la bloquant, vous allez effectivement protéger votre client parce que la transaction ne se fera pas. Et du coup, c'est une protection qui est importante. Et d'ailleurs, tant dans la DSP2 que dans PSR, donc dans le package DSP3, il y a des obligations de monitoring des transactions. Donc ça, c'est aussi des éléments qui permettent quelque part de lutter contre la fraude. Alors, dans les autres dispositions, et j'en citerai deux, il y a un service qui va naître avec la réglementation sur le virement instantané, qui est le service de correspondance non IBAN, qui va permettre à un client, je reprends mon exemple de fraude au président, on vous donne un IBAN, vous voulez savoir si l'IBAN c'est celui de Pierre Dupont ou Jacques Durand, avec ce nouveau service, vous allez savoir si vous avez effectivement un match, si celui qui vous dit que cet IBAN est celui de Jacques Dupont correspond bien à l'IBAN de Jacques Dupont ou pas. En disant c'est Paul Martin, et donc du coup, vous ne ferez pas votre virement. Et donc ça, c'est un service qui va naître avec le règlement sur le virement instantané et qui est également dans PSR parce qu'il sera progressivement étendu à toutes les formes de virement. Et puis l'autre élément qui est important sur la partie pour lutter contre la fraude, c'est ce qu'on appelle les limites de dépenses. C'est-à-dire que vous pouvez convenir avec votre établissement le fait que voilà, vous avez des opérations, par exemple, des montants d'opérations que vous ne voulez pas dépasser. Et ça vous protège parce que le jour où quelqu'un s'empare de votre compte et veut faire une opération, s'il y a une limite, il ne pourra pas dépasser la limite, d'accord ? Sauf à changer la limite, et ça, il faudrait qu'il puisse le faire. Alors, ce qui reste possible aujourd'hui dans PSA, et c'est ce qu'on est en train de négocier, c'est de se dire, voilà, là-dessus, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les limites de dépenses continuent de protéger les utilisateurs de manière efficace.
Et puis, je terminerai par un dernier élément de protection qui est le blocage d'une transaction ou le blocage d'un instrument de paiement. En disant, OK, j'ai bien vu que tu avais ordonné un virement instantané, mais je pense que cette transaction est suspecte et je bloque ta transaction. D'accord? Parce que le temps de m'assurer que ce n'est pas une transaction suspecte et je t'informe que je la bloque. Donc après, soit j'arrive à te joindre et je suis convaincue par les explications que j'ai, soit je suis convaincue et j'ai bien raison de la bloquer et du coup, cette transaction, elle ne passera jamais. Voilà. Donc il y a tout un arsenal en fait dans PSR de mesures qui permettent de lutter contre la fraude. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ce que représente la fraude, c'est à l'échelle de la place européenne, enfin de la place française, c'est de l'ordre de 1 milliard, un peu plus d'1 milliard. Et à l'échelle de l'Union européenne, si on regarde en fait ce que représente la fraude par manipulation, donc uniquement la fraude par manipulation, on est sur un volume de l'ordre de 1,3 milliard. Donc, c'est des montants qui sont absolument considérables. Et c'est vrai que le fait de pouvoir avoir une action qui soit quelque part transsectorielle devrait permettre probablement de limiter le montant de cette fraude. Alors, on n'a pas parlé des données, mais les données ont aussi un rôle, parce que les données, quand vous avez accès à des données de compte, par exemple, ça ne va pas vous donner l'argent tout de suite, mais par contre, ça va vous donner des informations. Et c'est en utilisant ces informations que vous allez probablement pouvoir monter une attaque par ingénierie sociale. Et c'est la raison pour laquelle c'est important de protéger également l'accès aux comptes et l'accès aux informations. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Emmanuel. On pourrait en parler des heures sur toutes les situations de fraude, notamment toutes les typologies. Merci de nous donner déjà ce petit aperçu. Notamment, on pourrait aussi parler plus longuement des différents dispositifs, parce que je t'entendais parler de limites de dépenses, de blocage d'un instrument de paiement, etc. Je me disais, aujourd'hui, il existe des plafonds qu'on met en place, la banque nous appelle pour nous dire vous avez dépassé votre plafond, etc. Donc, il y a plein de nouvelles subtilités qui se mettent en place, effectivement, par rapport à des dispositifs qui techniquement existent, mais qui pourraient être encore plus efficaces quelque part dans le futur que ce que ça n'est aujourd'hui. Alors, je rebondis sur ce que tu as dit sur l'ingénierie sociale notamment, pour maintenant aller sur les apports de l'IA, parce que les apports quelque part, notamment de l'IA, malheureusement, facilitent notamment la qualité de l'ingénierie sociale, avec des fraudes qui sont de plus en plus sophistiquées grâce à l'intelligence artificielle. Du coup, je laisse la parole à Richard, ça sera notre dernier thème de ce soir, c'est de nous présenter justement un petit peu dans tous ces contextes l'apport de l'intelligence artificielle. Merci. Mais surtout de la réglementation. Ouais, je vais essayer d'être rapide. En 1 minute, ça va être dur, on va déborder un tout petit peu, mais je vais essayer d'être bref. Donc, effectivement, le l'IA Act, ou RIA en français, Règlement sur l'intelligence artificielle, c'est un texte dont on a beaucoup parlé. C'est un texte transverse, il ne s'applique pas que aux banques. C'est un texte global, mais il s'applique évidemment aux banques. Il faut savoir que l'Union européenne est le premier continent à vraiment prendre un texte d'ampleur pour réglementer l'usage de l'Union européenne, sachant que par ailleurs l'Union européenne n'est pas vraiment le premier continent dans le développement d'IA, donc il y a un petit peu de réticence d'un certain nombre d'acteurs qui disent que voilà, on développe un cadre très complexe et exhaustif sur quelque chose qui est naissant et en plus on est en retard concurrentiel, donc forcément ça crée un débat dans l'industrie. En tout état de cause, l'objectif de ce cadre-là, c'est de poser des règles d'usage de l'intelligence artificielle avec une approche par les risques. Donc, pour ceux qui travaillent dans la gestion des risques, ça reste l'optique du régulateur, c'est de mettre en place une approche par les risques, en l'occurrence par des usages, c'est-à-dire qu'on va définir un certain nombre d'usages qu'on va classifier en risques. Donc, il y a des risques inacceptables, il y a des hauts risques, donc c'est autorisé, mais il y a des obligations spécifiques, notamment en matière de données, en matière de qualité de données, en matière de gouvernance des données, en matière de comment on entraîne les données d'un modèle en lien avec les exigences GDPR, comment on stocke ces données. Et d'ailleurs, il y a sur certains points parfois des contradictions, en tout cas des interprétations à faire entre l'IA Act, où il y a des exigences, par exemple, de stockage des données et les GDPR.
Donc voilà, il y a des modèles à haut risque qui sont autorisés, mais avec des exigences spécifiques. Ça concerne notamment tous les sujets d'octroi de crédit. Donc les systèmes d'intelligence artificielle qui concernent l'octroi de crédit sont dorénavant à haut risque. Et ces exigences s'appliqueront d'ici un petit peu plus d'1 an, parce que ce sera à partir d'août 2026. Et puis, il y a ensuite des modèles dits à risque modéré ou à risque faible, où il y a moins d'exigences. Mais l'idée, c'est que le régulateur a voulu poser un cadre réglementaire pour classifier chaque usage d'un modèle d'IA dans une catégorie de risque avec des exigences spécifiques. En transverse, il y a aussi des enjeux data sur tous les sujets éthiques, donc l'usage de systèmes d'IA dans certains processus, sur tout ce qui est le risque de non-discrimination. Donc ça, c'est des sujets qui sont couverts par l'IA Act. La possibilité théorique d'utiliser un certain nombre de données qui pourraient être des données discriminantes, quand bien même elles auraient un pouvoir explicatif, c'est pas forcément autorisé. Et puis, de manière transverse, tous les sujets d'archivage des données, de confidentialité des données avec GDPR. Donc, ce texte, il vient en plus un petit peu de tout ce qu'on a dit. Il vient complexifier tout ça. Il vient dans un contexte où toutes les banques rivalisent d'initiatives pour annoncer le lancement de programmes, de modèles d'intelligence artificielle. Et donc, il vient cadrer ça. Il vient aussi définir de quoi on parle, parce que tout le monde parle d'intelligence artificielle, mais en réalité, il y a plein de choses derrière. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent, mais il y en a peu qui en font vraiment. Il y a aussi tout ce qui va être IA traditionnelle versus l'IA générative. Et donc là, de la même manière, il y a des exigences spécifiques qui sont mises en place sur les cas d'usage d'IA générative, parce que le régulateur a estimé qu'il y avait des risques propres au fait d'interagir avec une IA qui est capable de reproduire un langage humain, qui est capable d'échanger avec nous, versus quelque chose qui est un petit peu figé dans un process décisionnel où on va juste recevoir une décision à la fin. Et donc, tout ça vient complexifier encore tout ça et poser aussi des nouveaux challenges sur la qualité de la donnée en entrée des modèles, qui est souvent le problème principal des échecs. C'est souvent de projets IA. C'est souvent pas la technologie en tant que telle, c'est vraiment le sourcing des données, qui vient aussi en cohérence avec tout ce qu'on a expliqué sur la capacité à agréger plus de données, partager des données de l'établissement et des données hors de l'établissement, des données structurées et des données non structurées, sachant que les modèles d'IA, notamment d'IA générative, aiment quand on les alimente avec beaucoup de données, mais encore faut-il les comprendre, les qualifier, qu'elles soient de bonne qualité, et donc tout ça se complexifie avec la possibilité d'avoir des données en propre, des données externes, que ce soit via des providers ou via des données qui ont été fournies par d'autres établissements. Voilà, j'ai été rapide. C'est ce que je vois. Merci beaucoup, Richard, parce que voilà, pour qu'on puisse respecter le timing. L'idée, c'est bien évidemment qu'après, on puisse voilà, creuser éventuellement certaines infos, aller aussi sur ton site LinkedIn aussi, hein, pour pouvoir écouter un petit peu ta perception de ces différents sujets. Il y a une formation sur ce sujet, sur l'IA. Tout à fait, absolument. Du coup, on voit bien aujourd'hui, et donc pour conclure, qu'il y a un vrai équilibre à trouver entre l'innovation et la protection des consommateurs. On voit bien qu'il peut y avoir potentiellement des intérêts divergents et que même le consommateur lui-même, le client lui-même, peut avoir des intérêts parfois contradictoires ou qui amènent en fait à la fois de vouloir avoir des accessibilités, des efficacités de service, etc., mais pas toujours forcément être conscient de ce que ça veut dire derrière, de ce que ça signifie. Et c'est là où il sera de plus en plus important d'avoir des consommateurs éclairés, accessoirement ou principalement, bien évidemment aussi, comme tu l'as dit, Richard, des données de qualité, sachant que l'objectif aussi de ce dispositif, comme nous le disait Emmanuel, c'est également de renforcer justement les contrôles croisés qui vont faciliter la fiabilité des données et potentiellement la réduction de certains types de fraudes. Et donc, pour conclure, on voit bien que nous qui avons des données et qui donnons nos données aux uns et aux autres, et pas que dans des secteurs financiers, puisqu'in fine, le non financier se retrouve aussi destinataire de ces données, il est bien évidemment important que nous restions vigilants pour savoir qui aura accès aux données, quelles sont les permissions à accorder, comment tout ceci est protégé, comment tout ceci est surveillé. Et on voit du coup bien tout l'intérêt de
de ces réglementations qui se renforcent pour du coup servir en partie, en tout cas, notre propre sécurité sur des sujets qui nous dépassent un peu et sur lesquels on n'a pas forcément notre niveau, votre niveau d'expertise, Richard et Emmanuel. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les deux, à remercier également nos participants ici présents. Un grand merci. Alors, l'AFGES, effectivement, comme le disait Richard, fait un certain nombre de formations aussi sur ces thématiques, où vous pourrez retrouver aussi nos deux experts, voire d'autres experts. Donc, n'hésitez pas, bien évidemment, à nous solliciter. C'est a priori un des derniers séminaires avant l'été. Donc, après, il y aura sûrement plus intéressant que d'être devant l'écran peut-être durant ces mois d'été. En tout cas, il nous reste à vous souhaiter un très bel été à vous tous. Attention, bien évidemment, à qui vous donnez vos données, parce que pendant ce temps-là, les banques cogitent à comment elles vont pouvoir exploiter à la rentrée l'ensemble de nos données. Un grand merci pour votre écoute et au plaisir de se retrouver à la rentrée. Et encore un grand merci, Richard, et un grand merci, Emmanuel, pour votre participation et la qualité de vos propos qui, je l'espère, vont nous inspirer et peut-être, mais ce n'est pas sûr, nous rassurer. Très bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt.